Et maintenant, l'invité de la matinale, alors qu'hier se tenait à l'Assemblée nationale un débat sur la souveraineté énergétique, que les Espagnols et les Portugais étaient plongés dans le noir, je reçois l'ancienne ministre du Logement, aujourd'hui présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Bonjour Emmanuelle Wargon. Bonjour David Abilker. On va commencer avec cette coupure d'électricité géante qui a touché l'Espagne et le Portugal. Ma première question est assez simple. Est-ce que ça peut arriver en France ? Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi cette coupure a eu lieu. Enfin, c'est plus qu'une coupure, c'est un blackout complet en Espagne et au Portugal. Donc c'est difficile de savoir si les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets en France tant qu'on n'a pas la cause de cet accident qui est rarissime. On a beaucoup de mécanismes de protection de nos réseaux en France, des réseaux qui sont plutôt solides, ce qu'on appelle de la redondance, c'est-à-dire plusieurs lignes. Donc quand une ligne lâche, elle peut être prise ailleurs. Des mécanismes d'ajustement dans tous les sens. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, c'est simplement un accident rarissime. Il y a des précédents. On se souvient d'une grande panne à New York dans les années 70. On avait dit qu'il y avait eu un pic démographique parce qu'elle avait eu lieu dans la nuit. Dans la foulée, mais est-ce qu'il y a des précédents en Europe ? En Europe, il y a un précédent en Allemagne, autour de Hambourg, en 2006, où près de 10 millions de foyers avaient été coupés. Et il y avait aussi eu un impact côté français. C'est le dernier précédent en Europe. Donc c'est quand même des choses qui sont vraiment très rares, heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'on s'est préparé en France à un tel accident avec des scénarios de crise adaptés ? Tout à l'heure, vous nous parliez hors antenne, évidemment, des pannes liées à la tempête de l'année 2000, si j'ai bonne mémoire. Il y avait évidemment des coupures d'électricité. On avait rappelé, EDF avait rappelé ses retraités. Quels sont les scénarios de crise auxquels on se prépare en France ? En fait, on investit surtout beaucoup dans les réseaux, puisque dans les années qui viennent, on a prévu d'investir presque 100 milliards d'euros chez RTE, donc le réseau de transport, et autant chez Enedis, notamment pour renforcer les réseaux et pour mieux les adapter au changement climatique, les températures extrêmes, tous les événements climatiques qu'on connaît maintenant. Donc on se prépare à ça. Après, encore une fois, il y a parfois des moments où des chaînes de causalité mènent à un événement, un accident industriel de ce type. Pour l'instant, c'est difficile de pouvoir mieux analyser ce qui s'est passé. Alors, les autorités espagnoles, pour l'instant, ont évacué l'idée d'un piratage ou d'une attaque venue de l'étranger, d'une ingérence étrangère. C'est quand même le scénario catastrophe absolu, la prise de contrôle par des informaticiens surdoués, des structures ou des réseaux informatiques qui pilotent l'électricité dans un pays. Ça, c'est le cauchemar ? Vous l'avez dit, pour l'instant, cette piste n'est pas la piste privilégiée par les autorités espagnoles et portugaises, donc j'en sais pas plus. Emmanuelle Wargon, il y a eu hier un débat à l'Assemblée nationale sur l'indépendance énergétique de la France. Le Premier ministre est donc intervenu pour présenter les objectifs de production et de consommation d'énergie en France d'ici 2035. Si vous deviez résumer pour nos auditeurs ce que doit être la politique énergétique de la France dans les 25 prochaines années, vous diriez quoi ? Je dirais qu'en fait, on a 60% d'énergie fossile aujourd'hui. Dans ce qu'on consomme, 40% d'énergie qui n'est pas carbonée, c'est de l'électricité, nucléaire ou renouvelable, c'est aussi de la chaleur renouvelable, du biogaz, de la géothermie, mais 60% de pétrole, de gaz fossile et de fioul. Et donc notre objectif, c'est de réduire ces 60% pour aller progressivement vers une énergie plus décarbonée. Et on le fait à la fois pour des raisons de changement climatique, le dérèglement climatique, on l'a sous les yeux tous les jours, et aussi pour des questions de souveraineté, parce que toute cette énergie fossile, donc ces 60%, ils sont intégralement importés. Importés d'un peu partout dans le monde, les pays pétroliers, les pays qui nous vendent du gaz, avec la dépendance que ça crée dans un monde géopolitique de plus en plus incertain. Donc on a besoin d'être plus autonome, avec de l'énergie plus décarbonée, pour des raisons climatiques, et pour des raisons vraiment de souveraineté. Donc c'est tout ce qu'on essaye de faire. Donc en fait, c'est une très grande transformation. Il faut passer d'un modèle fondé sur le pétrole, à un modèle fondé sur des énergies plus diversifiées et dans lesquelles il va y avoir plus d'électricité. Et donc quand on a dit ça, ça mène à dire qu'il faut donc continuer à consommer plus d'électricité parce qu'elle est très largement décarbonée en France, à 95%. Et ce plus d'électricité, c'est produire plus d'électricité. Donc c'est le nouveau nucléaire qui arrivera en 2038 au mieux. Et d'ici là, plus d'énergie électrique renouvelable, donc du solaire et de l'éolien. Donc ça, c'est vraiment l'orientation générale. Et il y a finalement une forme de consensus sur cette orientation. Et après, il y a une question de rythme.
à quelle vitesse on va et comment on fait pour avoir le meilleur ajustement entre la demande, donc plus de consommation d'électricité et d'énergie décarbonée, et l'offre. Et l'offre, ça se pilote pas toutes les 5 minutes. Ça, c'est pas des coups de gouvernail qu'on donne, un grand coup d'un côté, un grand coup de l'autre. Il faut de la stabilité, parce que derrière, on a des filières industrielles. On va avoir des filières de panneaux solaires qui reviennent en Europe, des filières d'éoliennes, des filières de câbles électriques, de sous-stations, de transformateurs. Et donc, il faut leur donner de la visibilité. Et donc, le débat, c'est de trouver le bon équilibre entre les cibles. C'était l'objectif du débat sans vote qui a eu lieu hier. Il y aura un débat sur une proposition de loi. Et derrière, il faut le plus vite possible sortir ces cibles pour donner de la visibilité à tout le monde. Le Rassemblement national veut justement une proposition de loi, alors qu'au départ, on serait passé par un décret pour prendre ces décisions et les inscrire dans la durée, indépendamment de la logique partisane et du Rassemblement national qui veut faire date sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que c'est important que les Français aient une loi sur cette orientation de leur politique énergétique? Après tout, c'est un élément de souveraineté. Pourquoi pas passer par une loi? En fait, il faut les deux. C'est-à-dire, c'est normal et légitime qu'il y ait un débat parlementaire parce que ce sont des choix qui engagent, ce sont des choix qui sont extrêmement importants. Simplement, on a beaucoup tardé. La loi était prévue pour 2023, pour l'été 2023. Donc, on est presque 2 ans après et cette loi n'existe pas. Et de toute façon, la loi doit être complétée par un décret qui dit très concrètement, on va faire tant d'énergie nucléaire, tant d'énergie solaire, tant d'énergie éolienne, tant de chaleur renouvelable, tant de biogaz, année après année, pour encore une fois prévoir cette grande transformation. Il faut qu'elle soit au bénéfice de nos industries en France et en Europe. Donc en fait, il faut les deux. Le décret est plus précis, la loi donne des orientations. La manière dont on sort le décret et la loi, c'est un choix du gouvernement et du Parlement. Mais moi, j'attire l'attention sur le fait que ça devient vraiment urgent. Et que la programmation, au moins pour les 5 prochaines années, on en a besoin. On a probablement besoin de revoir un peu nos cibles. Elles sont peut-être un peu trop ambitieuses. Donc, il faut peut-être revoir les objectifs qu'on se donne, notamment dans les 5 prochaines années, notamment sur le solaire, mais c'est important de poser ces cibles. On ne peut pas programmer, piloter une transformation aussi importante sans vision. Est-ce que cette trajectoire va faire baisser le prix de l'énergie? Parce qu'il y a des investissements importants que vous avez suggérés à l'instant. Est-ce que les Français peuvent imaginer que dans un mix énergétique décarboné, avec une moindre dépendance aux énergies fossiles, avec du renouvelable, le prix de l'énergie va baisser? En tout cas, on va rester dans des prix de l'énergie qui sont à peu près du niveau d'aujourd'hui. Je parle de l'électricité. Et le prix de l'électricité aujourd'hui en France, que ce soit pour les ménages ou pour les entreprises, c'est le plus bas de la plaque européenne. Il est sur le marché de gros à 60 € du mégawattheure, qui est la manière dont on l'exprime. Et il est 20 € de moins que l'Allemagne, 30 € de moins que l'Italie, moins que la Grande-Bretagne, moins que l'Espagne, légèrement en dessous de l'Espagne. Donc on a vraiment en fait un prix de l'électricité aujourd'hui qui correspond aux fondamentaux de notre mix de production et qui est relativement compétitif, en tout cas en Europe. C'est grâce au nucléaire, c'est grâce à l'hydraulique, comment vous l'analysez? C'est grâce à tout. Il se trouve que cette année, en 2024, on a eu une bonne année de production du nucléaire, une bonne année de production d'hydraulique, une bonne année aussi de production des renouvelables. Donc on a une électricité abondante et on a une demande qui n'a pas encore repris. Donc comme sur tous les marchés, quand vous avez une offre abondante et une demande qui est un petit peu plus limitée que prévu, vous avez des prix qui sont orientés à la baisse. Et puis, on a maintenant une volatilité, enfin une variation des prix dans la journée qui commence à être importante. C'est-à-dire le prix de l'électricité, c'est pas le même le matin quand tout le monde se lève ou quand les usines démarrent et en milieu de journée quand il y a moins de consommation domestique et quand il y a beaucoup d'électricité solaire. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à placer de la consommation au moment où les prix sont bas, à la fois parce que ça aide à équilibrer le système et à la fois parce que c'est au bénéfice des consommateurs. Un peu comme les trains. Exactement, c'est les heures pleines, heures creuses. Si vous consommez en heures creuses, et on va remettre plein d'heures creuses l'après-midi, si vous consommez en heures creuses, vous avez un tarif qui est plus intéressant, donc vous rendez service au système électrique et vous payez votre électricité moins cher. Donc ça aussi, c'est un levier très concret pour baisser la facture. Emmanuel Wargon, expliquez-moi comment vous comprenez que les Français soient plus au fait du prix des billets SNCF, du prix concurrentiel des opérateurs téléphoniques, des forfaits Internet, et
qu'en fait, ils soient moins pointus sur les tarifs de l'électricité, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs prestataires d'énergie, on peut panacher, on peut faire des économies, il y a des offres qui ne sont plus monopolistiques, et pourtant les Français nagent un peu dans dans le pétrole. Non, ils nagent tout court. Les marchés se sont ouverts à la concurrence il y a une dizaine d'années, et donc c'est vrai que les Français n'ont pas encore forcément l'habitude de comparer les offres et les bons outils pour comparer les offres. Avant la crise énergétique, finalement, les prix étaient très stables. Et donc, c'était quelque chose qu'on regardait pas forcément de très près, sa facture d'électricité ou d'électricité et de gaz. Avec la crise, on a vu une montée des prix et donc une volonté de mieux comparer. Maintenant, on a tous les outils, on a travaillé avec les fournisseurs pour qu'ils harmonisent la manière dont ils présentent leurs offres et leurs factures. Et donc, effectivement, c'est un sujet auquel les Français commencent à s'intéresser. C'est finalement assez simple, vous choisissez une offre à prix fixe ou une offre indexée sur un prix qui peut changer tous les ans, comme les tarifs réglementés, et vous choisissez une consommation en base, toujours le même prix, quel que soit le moment de la journée, ou en heure pleine, heure creuse, ou des offres semaine, week-end, dans lesquelles vous acceptez de mettre une partie de votre consommation au moment où c'est moins cher. À partir de ces deux critères, c'est assez facile de choisir. Nous, notre boulot, c'est de renforcer la solidité des fournisseurs, et donc d'être sûr que tout fournisseur qui vous fait une offre est un fournisseur qui va bien pouvoir aujourd'hui, demain, après-demain, être là pour vous fournir l'électricité et le gaz qu'il s'est engagé à vous fournir. Vous avez le sentiment que vous aurez des investissements en communication à faire à la Commission de régulation de l'électricité dans les années qui viennent? Parce que c'est un défi de bien informer les Français là-dessus. On travaille sur notre plan stratégique à 5 ans pour 2030 et on se dit qu'une de nos missions, c'est effectivement de participer au débat, d'éclairer les consommateurs et les Français pour qu'ils soient en capacité de mieux comprendre. Emmanuelle Wargon, il y a un grand changement en Chine. On a appris il y a 3 jours que les capacités en énergie éolienne et solaire dépasse la capacité de production d'énergie thermique. Est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur la façon dont la Chine a renversé la tendance? Grand pays pollueur, accro au charbon, et qui maintenant est en mesure de fabriquer plus d'énergie éolienne et solaire que d'énergie fossile. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément vu venir, mais la Chine a décidé d'être sérieuse sur ses engagements climatiques. Elle s'est donné un objectif de neutralité carbone en 2060. Et d'ici là, elle a décidé d'essayer de limiter le pic de ses émissions avant 2030. Donc elle passe du charbon, qui est l'énergie que nous, on n'a quasiment plus, en tout cas en France, directement aux énergies renouvelables, solaires, éoliens en particulier. Et cette transformation est très rapide, ça va avec un parc de voitures électriques qui se développe extrêmement vite. Donc c'est vrai qu'on a encore cette vision d'un pays très connecté au charbon. Il reste du charbon, c'est encore majoritaire dans le volume de production, mais en capacité installée. Pour la première fois cette année, ils ont installé plus d'énergie renouvelable que de nouvelles centrales thermiques. Quand on regarde les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre, on s'aperçoit évidemment qu'en tête, on va trouver la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie aussi, et que les bons élèves, ceux qui émettent très peu en proportion, sont en Europe. Donc on va trouver la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. Et donc il y a des gens qui disent, mais quand on voit Trump qui dit « drill, baby, drill », c'est-à-dire on va recourir massivement, plus qu'avant, aux énergies fossiles. C'est vraiment le retour de Dallas et de JR, quoi. On se dit en Europe, mais on est des bons élèves, on a une part d'émissions de gaz à effet de serre qui est toute petite. Pourquoi on ferait des efforts, nous aussi? Pour des raisons de souveraineté. En fait, c'est vraiment ça que je pense qui est important de retenir. On fait des efforts pour la planète, parce que quand même, on en a tous besoin, on voit bien le changement climatique, il est là, mais aussi pour moins dépendre du reste du monde. Emmanuelle Wargon, merci d'être venue éclairer, si j'ose dire, nos auditeurs sur ces questions énergétiques, présidente de la Commission de régulation de l'électricité qui fête ses 25 ans cette année. Merci, à bientôt. À suivre le rappel des titres à la revue de presse d'Ave Gattegno et nos esprits libres du mardi, Christophe Barbier et